Donc nous concernant, syndicat, avant de passer la main après aux scènes pour la présentation, comme je vous disais, on s'occupe du suivi de l'agrégation de mercure. Donc avant travaux, il y avait eu un suivi et il y avait eu 220 agrégants de recensés sur le site en 2 passages avec différentes zones, d'amont en aval. Bon, ils sont de la même couleur les zones, mais vous les devinez. En amont de l'autoroute, il y a 2 zones, en aval de l'autoroute, il y a 2 zones. Avec 150 individus vus le premier passage. Le premier passage se fait autour de mai-juin et le deuxième en juillet. Donc 150 individus au premier passage, 70 au deuxième, avant travaux. Et en N+1, donc en 2022, donc là le COPIL présente l'année 2023, mais je vous ai quand même parlé de 2022 parce que nous on a démarré en 2022 ce suivi-là. Il y avait 30 individus. Donc forcément les travaux, même avec les mesures qui ont été prises, ont forcément impacté la population. Mais le but justement c'est de suivre sur les 10 ans l'évolution de la population d'un rayon de mercure. Donc ça a impliqué une baisse, comme c'est écrit à droite, de 92% par rapport aux 220 de l'année avant travaux. Au premier passage, une baisse de 90% et une baisse de 74% au deuxième passage. L'année suivante, à nouveau 30 individus, pas répartis de la même façon, avec 28 individus le premier passage et 2 le deuxième passage. Ça a été fait aussi en juin et en juillet. Donc en un an, on va dire une stabilisation des effectifs. On va continuer de suivre et on espère que ça va augmenter. Qu'est-ce que c'est réellement la tourbe? Comment ça se forme? Donc c'est un matériau formé par l'accumulation de végétaux morts dans un milieu qui est saturé en eau. Et donc les végétaux, ils ne se décomposent pas, donc ils finissent par s'accumuler. Donc les services rendus de manière générale ici par les zones humides. Donc on va retrouver une valeur économique pour l'agriculture, une valeur culturelle et paysagère, une valeur plutôt récréative pour tout ce qui est pêche, chasse. Ensuite, on va avoir une fonction biologique, comme l'a pu le dire Bertrand. Il y a des habitats et des espèces vraiment protégées et dans ce type de milieu. Et ensuite, après, on va avoir tout ce qui est fonction de régulation de la quantité et de la qualité de la ressource en eau. Donc d'un point de vue au niveau épuration, pour dénitrifier, filtrer toutes les nitrates qu'il peut y avoir dans les eaux par exemple, et aussi une fonction hydraulique donc, qui va permettre la régulation des débits, stocker de l'eau pendant les périodes de crue et les redistribuer pendant les périodes d'étiage. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi important aujourd'hui dans le cadre du réchauffement climatique. Donc après, spécifiquement sur les tourbières sont des habitats qui stockent du carbone. Voilà, pour avoir une idée, au niveau mondial, il y a 3% des terres émergées qui sont des tourbières et elles stockent un tiers du carbone du sol. Et en France, il y a 0,2% du territoire qui sont des tourbières et on stocke 500 millions de tonnes de CO2. Ensuite, c'est une archive climatique et géologique. Comme les matériaux, la végétation n'est pas dégradée, on peut retrouver de la végétation dans la tourbe qui s'est produite il y a des milliers d'années. Donc par l'étude des macro-restes, donc graines, fragments de feuilles, morceaux de bois, on peut retrouver la végétation qui était présente et même les pratiques agricoles qu'il y a eu en fonction des déjections ou des choses comme ça qu'on peut retrouver dans la tourbe. Les menaces, alors les principales menaces aujourd'hui sur les tourbières, c'est
le drainage, donc parce que si elles ne sont plus alimentées en eau, eh ben, elles vont se réoxygéner et donc la matière organique va finir par se dégrader. Et donc en fait, au lieu de stocker du CO2, les tourbières vont finir par libérer du CO2. Donc le gros enjeu aussi, il n'y a pas que le drainage, il y a le réchauffement climatique, parce que c'est pareil, ça impacte les niveaux d'eau. Et donc c'est le même effet, hein. Si les niveaux d'eau baissent, il va y avoir une dégradation de la tourbe. Donc je vais vous parler plus spécifiquement du suivi que fait le Conservatoire d'espaces naturels dans le cadre du plan de gestion. Donc qu'est-ce qu'un suivi piézométrique? Donc un suivi piézométrique, c'est un forage, là du coup c'est un tube de 2 mètres qui fait entre 3 et 5 cm de diamètre, qui est enfoncé dans le sol. Et donc il permet de mesurer le niveau de l'eau à un point donné de la nappe. Donc sur le site, comme l'a dit Bertrand, il y a un dispositif avec 2 piézomètres, donc un ici en amont et un deuxième ici en aval. Sur ce qu'on peut dire du niveau de la nappe, alors voilà, il y a quand même une faible période avant travaux, mais de manière générale, aujourd'hui, on ne peut pas spécialement dire qu'il y a eu un rehaussement de la nappe, mais en tout cas, il n'y a pas eu un abaissement de nappe jusqu'à maintenant. Donc les travaux, en tout cas, n'ont pas eu d'effet négatif sur la nappe. Et après, voilà, il faut aussi suivre ça à plus long terme et voir dans les années à venir, potentiellement, il peut y avoir un rehaussement de la nappe, sachant que l'année post-travaux a été une année plutôt sèche. Donc peut-être que les prochaines années, on va obtenir un niveau de nappe supérieur. Et donc ça, c'est sur le piézomètre 2. Donc on n'observe pas du tout la même chose que sur le piézomètre 1. Donc ici, c'est la période avant travaux. Donc on observe une augmentation de la nappe d'une dizaine de centimètres. Et ensuite, on observe, ce qui est très différent de l'autre, c'est qu'on n'observe pas de variation saisonnière du piézomètre. Peu importe que on soit en hiver ou en été, le niveau de nappe ne fluctue quasiment pas. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les premières observations, ici, voilà, probablement l'effet de stockage d'eau l'hiver et de redistribution de l'eau en période d'étiage joue très bien son rôle. Donc nous, on va réaliser trois protocoles. Donc le protocole CARIS, qui signifie caractérisation de l'hydromorphologie des cours d'eau. L'hydromorphologie, ça regroupe tout ce qui est caractéristiques physiques du cours d'eau, les types d'écoulement, la forme du lit, nature des berges. Donc ce protocole, il va nous permettre d'évaluer les caractéristiques hydromorphologiques du cours d'eau à travers la réalisation de mesures de géométrie hydraulique ou encore la réalisation d'une description des habitats. L'hydromorphologie, c'est une composante majeure dans les stratégies de reconquête du bon état des cours d'eau. Donc c'est très important à prendre en compte. Ensuite, on a le protocole REH, réseau d'évaluation des habitats, qui nous permet d'évaluer le niveau d'altération de la qualité de l'habitat des cours d'eau en venant déterminer les principales altérations et leur degré d'altération et en venant décrire le milieu physique dans son ensemble. Puis on réalise des inventaires piscicoles par pêche électrique, ce qui nous permet de déterminer la qualité biologique du cours d'eau en mesurant l'écart entre la composition du peuplement observé et le peuplement attendu en situation de référence. Donc CARIS et le REH, ce sont des protocoles, on les a choisis parce que ce sont des protocoles très souvent utilisés dans le cadre de suivi d'opérations de restauration comme celui-ci. Et puis les inventaires piscicoles, ce sont des protocoles normalisés. Donc c'est un suivi qu'on a programmé sur 10 ans. Les inventaires par pêche électrique s'effectuent tous les 3 ans. Donc là, on va commencer en 2025. On laisse le temps, on laisse 3 ans après travaux aux espèces piscicoles pour réaliser leur cycle biologique et venir s'installer. Donc on ne va pas le réaliser tout de suite. Et le REH, c'est le protocole CARIS. Donc c'est un protocole tous les ans, les 3 premières années.
puis tous les 2 ans pour le reste. Donc là, je vais vous présenter les résultats du REH et de Caris qui ont été réalisés pour la première fois dans le cadre de ce suivi en septembre 2023. Donc pour le protocole Caris, c'est un protocole qui a été développé par l'OFB en 2009. C'est un protocole de recueil de données hydromorphologiques qui est réalisé à l'échelle de la station. Donc on avait choisi 2 stations d'études, une en amont de l'autoroute et la deuxième donc sur la partie qui a été simplement rechargée en granulos au sein du lit existant, et la deuxième station sur la partie reméandrée. Donc juste pour expliquer la méthode, on va venir recueillir des données à l'échelle de la station, donc à travers des fiches de terrain standardisées. Donc on va venir récupérer des données comme la pente, la largeur plein bord du cours d'eau, les largeurs mouillées, etc. Mais on vient également recueillir des données à l'échelle des transects que vous voyez ici, les petits traits ici, et on vient recueillir sur ces transects aussi des données à l'échelle de points de prélèvement. Donc pareil, à travers des fiches de terrain, on vient récupérer des données comme les faciès d'écoulement sur chaque transect ou la profondeur sur chaque point de prélèvement, la nature des berges, etc. Donc ces données, elles nous permettent de récupérer, voilà, c'est les principales métriques qui ressortent. Donc là, c'est vraiment quelques métriques, mais par exemple, on a la pente. On voit bien qu'on a une pente, on voit qu'on a une pente plus importante sur la station aval, sur la partie reméandrée, à 3,12 pour 1000, contre une pente un petit peu moins importante pour la station amont. Bon, voilà, la différence, elle reste quand même minime. Et en fin de compte, ces données, elles vont vraiment nous permettre d'évaluer les potentialités dynamiques du cours d'eau, c'est-à-dire sa capacité d'ajustement après les aménagements effectués, sa capacité à se rapprocher d'un fonctionnement naturel. C'est ce qu'on appelle en fait la résilience, c'est la notion de résilience. Et cette résilience, on l'estime grâce à la puissance spécifique qui est exprimée en watts par mètre carré. La puissance spécifique, c'est la capacité de travail du cours d'eau ou encore sa capacité auto-épuratoire. C'est sa capacité à venir éroder ses berges, à venir transporter les sédiments. Donc on estime qu'à partir de 10 watts par mètre carré, on a un cours d'eau qui commence vraiment à être actif, qui est dans une bonne dynamique pour se rapprocher d'un fonctionnement naturel. On voit que les aménagements effectués sont efficients. Et puis on estime qu'entre 25 et 35 watts par mètre carré, on a un cours d'eau là qui est vraiment actif et qui est dans une dynamique naturelle. Donc là, les premiers résultats pour le ruisseau de Marseille, on a une puissance spécifique de 8,3 watts par mètre carré pour la station amont, où il y a simplement eu la recharge granulométrique, et une puissance spécifique de 10,4 watts par mètre carré pour la station aval. Donc voilà, il y a une petite différence, mais ça reste quand même de bons résultats. Ça joue principalement avec la pente, en fin de compte, cette puissance spécifique. Il faut savoir qu'on est quand même sur des cours d'eau de plaine qui sont à pente généralement faible. Même on est sur des cours d'eau à faible énergie, même dans des conditions de fonctionnement naturel. Donc ça, c'est très important. On sait très bien que les cours d'eau montagneux sont naturellement plus dynamiques que nos cours d'eau. Et puis, par titre d'exemple, j'ai calculé cette puissance spécifique sur le Léon, sur des portions restaurées, et on est avec des alternances de faciès et un gabarit naturel, et on est aux alentours de 5 watts par mètre carré, donc là on est quand même sur des très bons résultats. Pour le protocole REH, réseau d'évaluation des habitats, c'est aussi un protocole qui s'effectue à l'échelle de la station, donc on est parti du même principe que pour le protocole Caris, avec la première station en amont de l'autoroute et la deuxième en aval sur la partie reméandrée. Sauf que là, c'est un protocole qui prend en compte tout le linéaire de restauré. Donc, on a vraiment pour la deuxième station pris tout l'ensemble de la partie reméandrée. Et cette année, je pense qu'on va prendre en compte, on va prendre encore plus en amont une partie qui n'a pas été restaurée, qu'on nommera témoin altéré non restauré, qui pour pallier à l'absence en fin de compte d'état initial. Comme ça, on pourra
vraiment comparer. Et en fin de compte, le protocole demande à ce qu'on redécoupe ces stations en segments. Donc en fin de compte, on est venu les découper sur le terrain dès qu'on avait un changement significatif, tel que le faciès, la ripicile. Dès qu'on voyait un changement important, on venait redécouper en segments. Donc on a 11 segments sur la station Remet-André, la deuxième station, et 2 segments sur la première station. Donc simplement pour rappeler la méthode du REH, en fin de compte, on doit venir évaluer sur chaque segment 6 compartiments. On ne voit pas très bien, mais le compartiment ligne d'eau, le compartiment débit, berge et ripicile, continuité écologique, Li mineur et annexe Li majeur. Alors nous, on n'a pas pris en compte le compartiment débit et annexe Li majeur, car pour étudier le compartiment débit, il nous fallait des données antérieures sur une période plus importante, chose que l'on n'avait pas. Et puis pour le compartiment annexe Li majeur, ça s'étudie sur des cours d'eau de largeur supérieure à 5 mètres. Donc chaque compartiment, comme par exemple le compartiment berge et ripicile, il possède plusieurs paramètres d'altération, comme ici réduction de la qualité habitationnelle des berges, l'uniformisation des berges, réduction de la ripicile. Donc ça, ce sont des exemples, mais on a plusieurs paramètres d'altération par compartiment que nous, on est venu étudier. Donc on avait une fiche terrain pour chaque segment, comme celle-ci. Et donc pour chaque segment, on est venu décrire qualitativement ces 4 compartiments. Donc là, par exemple, pour le compartiment Li mineur, on est venu décrire qualitativement une dizaine de paramètres d'altération, comme la granulométrie la plus grossière, le profil en travers, le gabarit, les types de dépôts dominants, etc. Et puis on est aussi venu évaluer l'altération de ces compartiments et de ces paramètres d'altération, donc de faible, de nul à fort. Et donc par exemple pour le compartiment Li mineur, on est venu évaluer l'altération par exemple du colmatage, l'érosion, l'incision du lit. Et puis on a décrit l'influence de ces perturbations au sein du segment, le pourcentage de linéaire affecté au sein du segment. Donc on a une description purement qualitative et une évaluation de l'altération. On a là attribué un degré d'altération. On a attribué une note en fonction du degré et du linéaire affecté. Donc ça sera plus parlant avec les graphiques. Donc là, pour la description purement qualitative, on voit que pour la station numéro 1 en amont, où il y a eu la recherche granulométrique, on voit qu'on est sur une station peu diversifiée, avec une occupation du sol simplement en prairie, avec peu de diversité de faciès d'écoulement. Donc on voit que là, on a une station plutôt homogène. Concernant l'évaluation de l'altération de l'habitat sur la station numéro 1, on a plutôt de bons résultats. On voit quand même qu'on a un compartiment Li mineur qui est quand même altéré. Donc c'est principalement dû au colmatage, qui est favorisé par, je ne sais pas si on va très bien voir, par le rejet qui peut être favorisé par le rejet de la station d'épuration. Ce compartiment Li mineur, il peut aussi être affecté par la diversité habitationnelle du Li mineur. Hop, il est pas... Et la modification du profil en long et en travers, parce qu'on est sur une station qui a subi quand même des travaux hydrauliques importants dans le passé et donc qui a gardé un peu de stigmate de ces travaux. Et puis pour le compartiment berge et ripicile, on voit qu'il est altéré à hauteur de 66%. Là, on le voit bien, en fait, c'est dû à l'uniformisation de la ripicilve et l'uniformisation des berges et de la ripicilve et leur qualité habitationnelle. On voit que c'est plutôt homogène. Donc voilà, c'est les principales altérations qui en sont ressorties. Sinon, on a un compartiment ligne d'eau et continuité qui ne sont pas altérés. Concernant le compartiment continuité, on n'a pas d'ouvrage sur le linéaire, donc il n'y a aucune altération. Pour la station plus en aval, donc la station Remet-André, on voit qu'on a une station beaucoup plus diversifiée. Qui dit plus diversifiée, plus d'habitat, que ce soit pour les organismes aquatiques, mais pas que. Donc plus de biodiversité. On retrouve une diversité de faciès d'écoulement
et puis une diversité d'habitats en berge, donc, ce qui est plutôt intéressant. Concernant l'évaluation de l'altération de l'habitat, là on voit qu'on a quand même de meilleurs résultats. On a un compartiment liminaire qui est tout de même moyennement altéré à hauteur de 38%, mais là encore une fois c'est dû au colmatage du substrat et la diversité habitationnelle du limineur. On a quelques blocs au sein du limineur, mais bon, voilà, ça reste faible. Et puis pour le compartiment berge et ripisylve, le même constat, on a une uniformisation de la ripisylve et une très faible qualité habitationnelle des berges. On n'a pas de sous-berge ou de chevelure racinaire, système racinaire qui pourrait servir d'habitat ou de cache pour les espèces et tout autre organisme. Donc ça c'est la comparaison des deux stations. On voit donc quand même qu'on n'a pas de grande différence. Une différence, bon, on peut voir que sur la station, enfin pour le compartiment berge et ripisylve, on va avoir de très bons résultats plus sur la station amont, ce qui peut étonner, mais on a une ripisylve aussi qui est plus ancienne et qui est plus installée, donc ça c'est tout à fait normal. Il faut laisser le temps à la station aval aussi de se faire. Et puis pour le compartiment limineur, là on voit bien que par contre que le reméandrage a eu un effet bénéfique sur le cours d'eau, parce qu'on voit quand même une différence pour le niveau d'altération. Voilà la comparaison, mais toujours pas d'altération sur le compartiment continuité. Donc ça c'est la synthèse ça c'est la totalité du linéaire, ça c'est le résultat dans son ensemble. Donc on voit bien qu'on a de très bons résultats. Et il faut savoir que voilà, il y a quelques altérations au sein du compartiment liminaire et berge ripisylve, mais c'est tout à fait normal. On a des opérations de restauration encore très récentes. On a une végétation en surdéveloppement qui participe au colmatage. Donc ça va s'atténuer avec le temps. On est sur des résultats tout à fait normaux et très bons. Voilà, hormis la ripisylve, pareil, qui va se refaire, qui est très importante pour l'ombrage du cours d'eau notamment. Mais là, on est vers un bon état, on se dirige vers un bon état hydromorphologique. Qui dit bon état hydromorphologique dit amélioration de la qualité des eaux, diversité des habitats aquatiques et renforcement des capacités d'adaptation face au réchauffement climatique. Donc c'est en très bonne voie. Donc pour terminer, nous on estime qu'on a un potentiel écologique très important au vu de la puissance spécifique qu'on a estimée, présentant quelques altérations comme je vous l'ai présenté avec le REH, mais ces altérations qui sont tout à fait normales, qui s'expliquent par des opérations de restauration encore récentes. Alors moi je vais vous parler des suivis qui ont été réalisés par la LPO. Donc il y avait 3 suivis. Un suivi des habitats naturels et de la flore, un suivi des oiseaux et puis un suivi des insectes. Donc pour les habitats naturels et la flore, donc on a fait 3 passages entre juin et septembre. Donc à chaque fois il y a des relevés qui ont été faits par placette dans chaque type d'habitat avec un relevé de la structure de la végétation, la composition floristique et puis l'abondance des espèces sur les petites placettes, et ça permet de déterminer les habitats selon les typologies EUNIS et aussi d'avoir des habitats d'intérêt communautaire. Donc l'objectif du suivi, c'est vraiment de suivre l'évolution des cortèges floristiques sur le site après travaux et puis mesurer un peu les gains obtenus par la restauration des milieux, de suivre les habitats naturels et puis aussi suivre leur état de conservation. Voir si on a des habitats qui sont plutôt dégradés ou à l'inverse, qui se portent très bien, qui ont une bonne dynamique. Ça permet aussi de servir de base à l'adaptation au fur et à mesure des gestions qu'on va pouvoir mettre en place, des actions qu'on va pouvoir mettre en place sur le site, justement pour répondre à ces changements et observer à travers les habitats. Donc on peut voir à droite là les types de cartes que ça nous donne. Donc c'est un suivi qui est très fin, très précis.
On a identifié 49 habitats et habitats associés parce que des fois il y a des cortèges qui sont mélangés sur certains habitats, donc c'est des croisements d'habitats mélangés. Et puis on a répertorié 7 habitats d'intérêt communautaire, dont plusieurs directement déjà liés dans le nouveau tracé du lit. Donc voilà, il y a des habitats déjà d'intérêt communautaire sur le tracé restauré du nouveau linéaire du cours d'eau. Donc ça c'est très intéressant, ça montre une réponse assez rapide et intéressante des espèces qui ont colonisé les nouveaux habitats. Donc ça a permis aussi de recenser 194 espèces de plantes sur le site, dont une patrimoniale, donc c'est celle-ci qu'on peut voir ici, la Centaurée chausse-trappe, donc qui est quasi menacée à l'échelle régionale. Donc il n'y a pas énormément d'espèces d'intérêt patrimonial, mais par contre on a une très belle diversité d'espèces et des cortèges assez intéressants. Donc voilà, on a une flore de zone humide assez classique, mais quand même assez diversifiée et intéressante. Et puis il y a 7 espèces exotiques envahissantes qui ont été recensées sur le site. Alors selon le botaniste, c'est des espèces qui... Enfin, c'est normal qu'elles soient présentes à ce moment-là post-travaux parce qu'on avait des zones pionnières. Donc elles sont développées un petit peu, mais selon ces dires, la dynamique des milieux et des habitats devrait réussir à concurrencer ces espèces qui devraient, au vu des dynamiques connues sur ces espèces-là, devraient tendre à disparaître ou en tout cas à être régulées par les espèces autochtones. Donc voilà, ça c'est quelques exemples des habitats d'intérêt communautaire qu'on retrouve. Voilà, c'est lié directement au cours d'eau et aux fossés eutrophes des marais naturels, aux mégaphorbiaques qui se développent sur les bordures du cours d'eau. Donc ça avant c'était plutôt des prairies. Voilà un autre exemple, ça c'est le petit fossé qui est vraiment au sud-ouest du site, c'est pas le cours d'eau principal. Et puis aussi les soleils au bord du bassin d'écrêtage des crues qui maintenant est bien rempli. Donc il y avait une roselière existante dans le bassin, donc là elle est en eau. À mon avis elle va tendre à disparaître parce que les niveaux d'eau sont trop élevés. Et puis on a des développements de saulet très intéressants sur le pourtour. Donc ça c'est pareil, ça va évoluer parce qu'il y a des saules qui se retrouvent aussi complètement dans l'eau. Donc c'est l'intérêt de suivre ces habitats sur une dizaine d'années parce qu'il va sûrement y avoir des changements à venir sur ces habitats. Donc le deuxième suivi réalisé, c'est un suivi des oiseaux du site. Donc on a mis en place un suivi. L'objectif c'était quand même d'avoir un aperçu vraiment précis des populations d'oiseaux sur le site de Marcé. Et on a décidé de mettre en place un programme de bagage d'oiseaux. Donc l'avantage de ces programmes, c'est qu'on va vraiment individualiser les oiseaux capturés avec la pose d'une bague avec un numéro vraiment spécifique et unique, ce qui va nous permettre de les suivre au cours du temps. Donc cette année c'était la première année, donc on a pu marquer les couples reproducteurs, les jeunes issus de leur reproduction, et puis on va pouvoir l'année prochaine, en remettant le suivi en place, voir quels individus sont revenus se reproduire sur le territoire, et puis aussi on va pouvoir mesurer le recrutement des oiseaux, voir s'il y a de nouveaux couples qui arrivent, et aussi si les jeunes se fidélisent et restent sur le territoire. Donc c'est vraiment l'objectif d'avoir un suivi le plus précis possible des individus et des dynamiques de population sur le site. Donc c'est quand même un suivi qui est piloté par le Muséum national d'histoire naturelle, qui est réalisé, je le rappelle, par des personnes qui sont habilitées à ces types de suivis, parce que ce n'est pas des suivis anodins. Et puis on prend tout un tas de mesures quand on a les oiseaux en main. Donc on pose une bague, on mesure le tarse, l'aile, on les pèse. Et toutes ces données remontent aussi à l'échelle nationale pour apporter aussi ces éléments à l'échelle nationale pour avoir des tendances sur les populations des oiseaux. Donc sur le site, on a placé
11 filets de 12 mètres, donc c'est très précis. Il faut qu'ils soient posés chaque année aux mêmes endroits, donc ils sont géolocalisés, vraiment pour avoir toujours les mêmes suivis. Et on fait 4 sessions de bagages par année, donc entre le mois de mai et le mois de juin. Donc ça se fait très tôt le matin, on installe les filets, on bague toujours, on est toujours mobile. Il y a un cheminement qui est perpétuel pour ne pas laisser les oiseaux longtemps dans les filets. Et ils sont relâchés immédiatement sur le site parce que c'est la période de reproduction, donc c'est très sensible. Et après, tout est démonté à midi. Donc vraiment, les objectifs, pourquoi on fait ça, c'est avoir sur le long terme la dynamique de la démographie des populations, de suivre aussi l'évolution des cortèges d'oiseaux. Donc ça va avec les suivis des habitats naturels. Les habitats naturels évoluant, on peut s'attendre aussi à une évolution des espèces présentes sur le site. Et puis, comme je disais, ça permet de mesurer un peu le recrutement de nouveaux individus. On va voir si le ruisseau de Marseille est attractif et si la restauration du cours d'eau et des habitats autour va permettre aussi d'augmenter un petit peu les populations d'oiseaux présents. Donc les premiers résultats, là, après une année de suivi, donc on a capturé 203 individus de 25 espèces différentes, avec une grosse dominante de la rousserolle effarvate, donc qui est un oiseau vraiment inféodé au milieu humide, notamment aux roselières. Et on a une diversité qui est quand même assez importante pour une première année de suivi, et avec des effectifs qui sont remarquables. Quand on compare à d'autres suivis d'oiseaux, on est vraiment sur la fourchette haute du nombre de captures par journée sur le site. Donc c'est essentiellement des espèces qui sont liées de près ou de loin au milieu humide, mais on a aussi des espèces généralistes comme le rouge-gorge par exemple qu'on peut voir ici. Donc ça a permis de recenser 4 espèces patrimoniales donc, qui sont considérées comme menacées à l'échelle locale ou régionale ou nationale, ou qui peuvent être déterminantes SNIEF, elles sont quasiment toutes protégées. Donc on a le bruant des roseaux, il y a eu plusieurs couples qui sont nicheurs, le cisticole des joncs, la locustelle tachetée ou encore le verdier d'Europe. Donc l'intérêt de reconduire ces suivis, c'est vraiment d'avoir l'évolution des dynamiques des populations et des cortèges. Et le troisième suivi qu'on a réalisé cette année, c'est un suivi des papillons de nuit. C'est un groupe qui est assez peu étudié, mais c'était très intéressant, vous allez voir. Donc pour ce suivi, on a réalisé 4 passages entre le mois de juin et le mois de septembre avec 3 types de dispositifs. Donc 2 dispositifs d'attraction lumineuse, on va les voir après en photo. Une lampe à vapeur de mercure et puis ce qu'on appelle une lépilette, donc c'est une petite lampe qui émet avec des couleurs vertes, bleues et blanches qui permet d'attirer les papillons suivant les longueurs d'onde qui les attirent. Et puis un troisième dispositif qui s'appelle la mielée, donc on met des attractifs en fait, c'est une mixture sucrée en fait qu'on va mettre un petit peu sur les arbres qui va attirer certaines espèces qui ne sont pas attirées par la lumière. Donc voilà, on a la lampe à vapeur de mercure, là, le dispositif, et puis la lépilède. Et ça permet d'avoir, avec ces 3 dispositifs, la mielée et les 2 dispositifs d'attraction lumineuse, un bon cortège d'espèces. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir un état des lieux un peu des espèces présentes et puis de s'intéresser aussi aux insectes, parce que les insectes, c'est un groupe taxonomique qui répond très très vite aux évolutions des habitats. Donc quand on a des changements, on peut le voir assez rapidement.
Et puis ça va permettre aussi, si on le reconduit dans le temps, d'avoir une évolution des cortèges d'espèces qui va nous permettre justement d'appréhender un peu l'évolution des habitats. Et puis le troisième point, c'est comme c'est assez peu connu, on cherchait aussi des espèces patrimoniales sur le site. Donc on voit un peu la diversité des papillons de nuit. On a tendance à penser que c'est des espèces qui sont grises et pas très jolies. Mais en réalité, on a, par rapport aux papillons de jour, on a plus de 6000 espèces de papillons de nuit alors qu'on n'a que 600 de papillons de jour. Et puis on a une diversité de couleurs, de formes qui est assez remarquable. Donc quelques résultats assez sympathiques. Donc on a recensé 260 espèces de papillons de nuit. 11 espèces considérées comme très rares et de mémoire on est à plus de 50 espèces considérées comme rares et avec des espèces spécialistes des zones humides. Donc par exemple cette espèce, l'Enisa geminipuncta, ça a été la première donnée du département. Et on voit qu'à l'échelle régionale, elle est très peu présente. On ne l'a pas en Mayenne, on l'a un peu en Sarthe, sur une localité et puis elle est surtout sur la côte. Donc c'est une espèce qui est inféodée au phragmitais, plutôt bien conservé, donc voilà, c'est très intéressant de la voir. Deuxième espèce, alors là c'est un groupe d'espèces, ça regroupe 2 espèces. Alors malheureusement je les connaissais pas au moment des inventaires et il fallait retourner les individus pour regarder les ailes postérieures pour les identifier. Donc je suis parti j'ai considéré les 2 espèces ensemble, mais de toute manière, on connaissait aucune des 2 espèces sur le département, donc c'est aussi une première sur le département. Ça m'a donné très envie d'y retourner au mois de juillet prochain pour aller voir quelle espèce est présente. Et puis voilà, une autre espèce, c'était la 2e mention sur le département, et on voit qu'elle est très peu présente au niveau de la région. Et puis voilà, ça c'est un peu pour donner une idée de la diversité des papillons, la couleur. Et puis on n'a pas eu que des papillons, hein. On a eu aussi quelques scarabées assez intéressants. Alors, si on fait un petit bilan des suivis qu'on a réalisés en 2023, il y a 479 espèces qui ont été recensées sur le site. Donc c'est très très intéressant au regard de l'effort de prospection qu'on a mis en place. Avec beaucoup d'espèces directement inféodées aux zones humides et aux milieux humides de qualité. Avec des espèces très rares de papillons de nuit, le plus souvent vraiment inféodées aux milieux humides. 40% des oiseaux nicheurs qui sont directement liés aussi aux habitats de zones humides. On a remarqué aussi que les travaux ont déjà permis d'aboutir à des habitats très intéressants, des habitats d'intérêt communautaire. Et tout ça, ça permet de mettre l'accent sur le rôle très important de la qualité des milieux, sur les dynamiques végétales, sur les espèces en place, et puis sur tous les groupes taxonomiques liés à la faune qui y habitent. Donc globalement, les zones humides accueillent parfois moins d'espèces, mais souvent des espèces très menacées. Notamment par exemple pour les oiseaux, on peut avoir sur des milieux un peu plus répandus beaucoup plus d'espèces, mais des espèces communes, un cortège un peu banal. Mais par contre dans les zones humides, on a des espèces très spécifiques et ces espèces sont menacées du fait de la disparition de leurs habitats. Alors, juste un petit focus sur les suivis, mais Bertrand en a déjà parlé en introduction, donc ça va être un petit peu redondant. Donc on est pour 2024, en tout cas, on devait faire un suivi sur les amphibiens et les reptiles. En tout cas pour la partie LPO, c'est tout ce qu'il y avait. Il y a le suivi de la faune nicheuse qu'on continue, puisqu'il faut le faire tous les ans. Et puis après, les suivis habitat flore et entomologiques reviendront dans la programmation sur les 10 ans, justement pour comparer un petit peu l'évolution.